Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un paradoxe fascinant au cœur de l'Asie. Comment est-ce qu'un continent qui a une très longue histoire de peuples qui ont tout fait pour fuir l'État est-il devenu, l'épicentre mondial des technologies de surveillance les plus avancées? C'est la question qu'on va creuser ensemble. Pour commencer, il faut imaginer un endroit, une région immense, aussi grande que l'Europe, qu'on appelle Zomia. Là-bas, pendant 2000 ans, des millions de gens ont fait un choix, mais un choix vraiment radical. Vivre complètement en dehors des empires et des royaumes. Leur refuge, c'était les montagnes. Et leur objectif, il était simple mais profond, échapper aux impôts, à la conscription, au travail forcé. Bref, c'était tout simplement, comme le dit la source, l'art de ne pas être gouverné. Et c'est là que tout bascule, que l'histoire devient complètement folle. Ce même continent, celui qui avait perfectionné l'art d'échapper à l'État, est devenu aujourd'hui le laboratoire mondial du contrôle total. On passe de l'évasion à la surveillance omniprésente. C'est un virage à 180 degrés, un vrai retournement historique. Bon, pour bien comprendre ce changement radical, on va d'abord s'intéresser aux architectures de contrôle les plus extrêmes. Comment, concrètement, les États d'aujourd'hui arrivent-ils à bâtir de véritables prisons technologiques à l'échelle d'un pays tout entier? Et le premier arrêt, c'est la Chine. C'est vraiment l'exemple parfait de la promesse technologique qui a complètement déraillé. La technologie, qui à la base devait être un outil de libération, est devenue ici l'instrument d'un contrôle, mais d'un contrôle sans précédent. On parle d'une sorte d'utopie totalitaire numérique. Accrochez-vous bien. 700 millions. Ce chiffre, il donne le vertige. C'est le nombre de caméras du réseau de surveillance Skynet en Chine en 2023. Ça veut dire quasiment une caméra pour 2 adultes. Il faut imaginer un peu ce que ça représente. Un maillage de surveillance tellement dense que chaque mouvement dans l'espace public peut être tracé. Mais attention, ces caméras, elles ne font pas que filmer. Non, elles nourrissent le fameux système de crédit social. En gros, comment ça marche? Tout ce que les gens font est surveillé, noté, et ensuite cette note sert à récompenser ou à punir. Par exemple, on achète les bons produits, on peut obtenir un prêt plus facilement, on exprime une opinion qui déplaît et on peut se voir interdire de prendre le train. Mais le but final, et c'est ça qui est vraiment glaçant, ce n'est même pas de punir ceux qui ne sont pas d'accord, c'est de faire en sorte que la dissidence n'existe même plus en créant un citoyen modèle parfaitement obéissant. Maintenant, imaginez qu'on pousse cette logique du contrôle total jusqu'au bout du bout, jusqu'à sa conclusion la plus terrifiante. Eh bien, on arrive en Corée du Nord, que la source décrit ni plus ni moins comme l'enfer étatiste incarné. Parce qu'en Corée du Nord, le contrôle, ce n'est plus juste de la politique, ça devient mystique. La source insiste bien là-dessus. La dynastie des Kim, ce n'est pas un simple gouvernement. Non, elle est vénérée comme si elle était d'origine divine. L'État n'est plus une simple machine administrative, c'est une religion. Et ses dirigeants sont des dieux. Et la vie de tous les jours là-bas, d'après la source, c'est un véritable cauchemar. Pas d'internet ouvert sur le monde, pas le droit de se déplacer librement, pas de propriété privée. Regarder un film étranger, ça peut coûter la vie. Et le pire, si quelqu'un est accusé d'un crime, c'est toute sa famille, sur 3 générations, qui peut finir dans un camp de travail. C'est un système qui ne fonctionne que par la terreur. Ok, mais le contrôle, ce n'est pas toujours la force brute et la terreur. Parfois, c'est beaucoup plus subtil, presque invisible. Et c'est là que la source nous parle des cages dorées. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des sociétés où tout semble aller bien, où il y a la prospérité, l'ordre, mais où tout ça cache une autre forme d'oppression tout aussi réelle. Prenons le Japon. Là-bas, la source met en avant la pression sociale énorme du wa, c'est-à-dire l'harmonie du groupe. Il faut à tout prix être en phase avec les autres, ne pas faire de vagues. Mais cette pression pour être conforme est tellement forte qu'elle peut littéralement étouffer les individus. Et le résultat, ce sont des phénomènes extrêmes comme les hikikomori, des centaines de milliers de jeunes qui se coupent complètement du monde. C'est ça, la cage dorée. Un ordre social qui se paie au prix fort. Et l'Inde, alors? La source utilise une expression assez forte, la prison démocratique. Sur le papier, tout va bien, c'est la plus grande démocratie du monde. Mais dans la réalité de tous les jours, c'est un cauchemar, un labyrinthe de paperasse étouffant, un vieil héritage colonial qui bloque toute initiative privée et qui permet à l'État de garder un contrôle total sur l'économie. On entend souvent parler des dragons asiatiques, n'est-ce pas? Singapour, Taïwan, la Corée du Sud. On nous les présente comme des exemples de réussite éclatante. Mais la source, elle, nous pousse à nous poser une question qui dérange. Est-ce que cette prospérité incroyable s'est faite en sacrifiant la liberté? Est-ce que le prix à payer pour le miracle économique, c'est une presse aux ordres comme à Singapour, ou une corruption généralisée entre l'État et les grands groupes comme en Corée du Sud? Mais voilà, face à toutes ces formes de contrôle, l'être humain cherche toujours une sortie, une échappatoire.
Et ce qui est assez ironique, c'est que très souvent, c'est la technologie elle-même, l'outil qui sert à contrôler, qui va donner les clés pour s'évader. Voyons un peu comment cette résistance s'organise. Pour ça, l'histoire récente de Hong Kong est un avertissement, et un avertissement tragique. On se souvient des images, des millions de gens dans la rue en 2019 qui se battaient pour leur liberté. Et pourtant, en quelques années à peine, tout a été anéanti par la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin. La leçon, elle est brutale. La liberté, ce n'est jamais acquis. Jamais. Il faut la défendre tout le temps. Alors, comment on fait pour résister? Eh bien d'abord par le numérique. Pour des millions de Chinois, un simple VPN, c'est une bouffée d'air frais, une fenêtre ouverte sur le reste du monde. C'est le moyen de contourner le grand firewall, cette énorme censure du net. C'est une partie de chat et de la souris qui n'en finit jamais avec le pouvoir. Ensuite, la résistance, elle est aussi économique. Quand un État contrôle toute la monnaie, des technologies comme les cryptos, eh bien ça offre une porte de sortie. Ça permet de mettre son argent à l'abri, hors de portée du gouvernement, et de se protéger contre l'inflation. La source, elle, appelle ça la sécession monétaire. Et enfin, il y a la plus vieille forme de sécession qui soit, celle qu'on a vue au tout début. Partir, tout simplement. Aujourd'hui, ce sont les nomades numériques qui votent avec leurs pieds. Ils se servent de leur mobilité pour choisir des pays plus respectueux de leur liberté et ils créent des sortes de petits enclaves libres dans des endroits comme Bali ou Chiang Mai. Bon, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelle est la grande leçon de ce tour d'horizon en Asie? Eh bien, la source nous laisse avec quelques idées assez fondamentales sur le pouvoir, la technologie et bien sûr la liberté. En fait, il y a 3 leçons principales qui se dégagent. La première, la technologie en soi, elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est juste un amplificateur. Elle peut aussi bien servir à libérer qu'à asservir. Deuxième leçon, la richesse, la prospérité économique, ça ne garantit absolument pas la liberté. Une cage, même si elle est en or, ça reste une cage. Et enfin, la conclusion la plus forte, la plus radicale de la source, la seule vraie liberté, la seule qui peut durer, c'est celle qui passe par une limitation radicale du pouvoir de l'État. Et l'analyse se termine sur cette question, une question qui finalement s'adresse à tout le monde. Face à un État qui cherche toujours plus à étendre son contrôle avec des moyens de plus en plus sophistiqués, est-ce que la sécession, qu'elle soit numérique, économique ou même physique, devient la seule solution? La question est posée.